Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Ce signe n'existe pas. Tout du moins, il n'avait pas la vocation qu'on lui prête encore aujourd'hui. Cette erreur, relayée depuis plus d'un siècle à cause de Jean-Léon Gérôme, est révélatrice d'un fait conséquent. L'histoire s'ouvre au profane et par là même se pervertit. Pourtant, cet exemple n'est pas suffisant à lui seul pour condamner cette diffusion de la connaissance. Les méthodes d'accès à l'information s'intensifient et le nombre de chaînes de vulgarisation pullule sur le net. De Vous savez qui décrypte l'adaptation cinématographique de la saga Harry Potter, à Dirty Biology qui nous rappelle notre fragile et misérable existence, la vulgarisation poursuit inlassablement sa route. L'histoire, elle aussi, n'est pas épargnée par ce phénomène. C'est une autre histoire, Axolot, Horror Humanum Est, les revues du monde, Nota Bene, l'histoire prospère sur YouTube. Ce dernier d'ailleurs a sorti 2 très bonnes vidéos en compagnie de Manon Bril sur ce sujet, je vous mets les liens en barre d'infos dans la description. Cette vidéo elle-même est en train d'apporter des réflexions sur un sujet. Faut-il vulgariser l'histoire ? Pour comprendre davantage ce phénomène, il convient avant tout de s'intéresser à son étymologie. Le mot vulgarisation se décompose en effet d'une racine vulgaris, se complétant par le suffixe ation marquant l'action donnée à la racine latine. La traduction littérale du terme, qui a donné vulgaire en français, adopte indubitablement une connotation péjorative. Le vulgaire, alors qu'il était majoritairement le synonyme du mot répandu jusque dans les années 1830, a tendu peu à peu vers une définition de comportement grossier, voire prosaïque. Or, le terme vulgaris est employé de manière beaucoup plus neutre. Celui-ci se rapportait ainsi à des phrases communes, mais était surtout relatif à ce qui appartient à tout le monde. Si on lui enlève son contour péjoratif, notamment véhiculé par les historiens et auteurs du 19e et 20e siècle, la vulgarisation tente ainsi d'éclaircir certaines idées obscures auprès d'une population toujours plus curieuse. Et c'est dans la pratique que ce terme a révélé tout son éclat. En faisant mes recherches pour cette vidéo, je suis tombé sur une conférence donnée par Léopold de Bellan, publiée dans le 33e numéro de Film Revue le 25 juillet 1913. Fondateur de la Société d'enseignement moderne, Bellan a tenté de renouveler le système éducatif de son époque, en s'orientant vers le développement du cinéma, un outil visuel bien plus intuitif que les éternels tableaux noirs. Il écrit ainsi : « Les explications du meilleur manuel sont lettres mortes, ou à peu près pour l'enfant, si elles ne sont accompagnées de la vision des objets et des choses. Allez donc, par exemple, faire comprendre à un petit Parisien ce qu'est une charrue, quelque explication que vous lui en donniez, si vous ne lui faites voir l'outil lui-même ou sa représentation. Il nous a semblé que le cinéma, dont la vogue est toujours croissante, parce qu'il arrive à reproduire de plus en plus exactement les scènes de la vie et de la nature, pouvait, dans les mains d'un homme connaissant les questions d'enseignement, devenir un instrument excellent d'initiation pour les enfants. » Sans citer le terme de vulgarisation, Bellan a tracé la voie de toute nouvelle méthode d'enseignement, et dont le cinéma s'est emparé jusqu'à nos jours. De l'Oracle de Delphes de Georges Méliès en 1903 à The King sur Netflix en 2019, la cinématographie historique n'a cessé de s'étoffer au fil des années. Toutefois, une bonne partie de ces productions a souffert d'un danger déjà rapporté par Bellan en 1913. Poursuivant la conférence, ce dernier soutenait en effet qu'il fallait de toute nécessité que le cinéma eût une valeur éducatrice au plein sens du terme. Il importait donc que les films destinés à nos écoles fussent choisis avec soin et coordonnés de façon à constituer un tout méthodique et gradué. Or, bien qu'on puisse se plaire à regarder le film de Netflix ou 300, on s'aperçoit rapidement que la véracité historique voulue par Bellan a été éclipsée. Ils n'ont rien respecté. La vulgarisation souffre en effet de quelques défauts qui la décrédibilisent face au sérieux et à la rigueur des historiens. Toutefois, seuls 3 défauts vont m'intéresser ici. La sélection par l'intérêt, la perversion par la nécessité et la propagande par l'histoire. Spartacus, Pearl Harbor, Centurion, Dunkerque, tous ces films ont une chose en commun. Ils intéressent les spectateurs. Que ce soit par l'action sur les champs de bataille ou par l'exploration et la découverte du nouveau monde, le cinéma souhaite divertir.
Les gens ne vont plus au théâtre et au cirque, mais se rendent dans une salle de cinéma voir un film leur faisant oublier leurs soucis et tracas quotidiens. Tous les sujets n'intéressent pas. Des thèmes pouvant être très intéressants pour des historiens et chercheurs ne disposent pas d'événements prêtant à intrigue. L'analyse de l'organisation de la société à Dijon au XIVe siècle, qui a été la thèse du professeur Thierry Ditour et dont j'ai eu l'honneur d'assister au cours pendant 2 ans, apparaît davantage en effet comme inerte que réellement palpitant. Ce défaut majeur, qui s'institue avant même la réalisation d'un film de vulgarisation, se complète parfaitement avec un deuxième défaut, la nécessité scénaristique. Un des défauts majeurs dans la vulgarisation historique au cinéma, c'est l'écart à la réalité pour faciliter le déroulement de l'intrigue. Cette nécessité cinématographique semble aussi s'appliquer aux romans, pièces et autres représentations spectaculaires. Contrairement aux faits originaux, une trame scénaristique a un but, des personnages identifiés, une intrigue aux nombreuses péripéties et éventuellement une morale. Alors qu'un consensus philosophique semble considérer l'histoire comme contingente, le film donne un sens à l'histoire. William Goldman, écrivain et scénariste d'œuvres comme Marathon Man, disait ainsi que ce qui est important, c'est que le public pense que c'est vrai. La vulgarisation au cinéma semble d'ailleurs fonctionner par un effet de balancier. Plus le film est spectaculaire et apprécié, et moins il demeure fidèle à l'histoire. Certains films ou séries sortent quelquefois du lot, mais semblent davantage être l'exception qui confirme la règle. Pour ma part, et j'expose là un avis purement personnel, je pense que derrière cette nécessité scénaristique se cache en réalité une paresse intellectuelle répétée, saupoudrée de pression marketing et financière. J'aurais ainsi tendance à croire qu'il est possible de réaliser une œuvre à la fois intéressante et vulgarisatrice, qui redore un peu plus le blason de l'histoire. Enfin, un troisième défaut concentre une des principales condamnations pouvant être faites à la vulgarisation. Les humains manquent cruellement d'esprit critique. Lorsqu'il lit un livre, ou plus encore lorsqu'il regarde une vidéo ou un film, le cerveau humain a tendance à croire ce qu'on lui raconte. Ce biais de disponibilité freine les lecteurs et spectateurs à vérifier la véracité des informations présentées, qui sont généralement considérées comme acquises. Or, la vulgarisation lisse certains éléments, ou les caricature. Moi-même, en donnant ces informations, laisse volontairement échapper quelques détails. J'invite d'ailleurs celles et ceux qui voudraient outrepasser ce biais à se rendre en barre d'infos de la description où vous trouverez toutes les sources vous permettant de vérifier la véracité de mes propos, mais aussi de les compléter. En histoire, ce phénomène s'est particulièrement répandu au XXe siècle. Sergei Eisenstein, plus connu sous le nom de Сергей Михайлович Эйзенштейн. est un cinéaste bolchevique. En 1925, ce dernier réalise le cuirassé Potemkin, en référence à la mutinerie du cuirassé éponyme lors de la Révolution de 1905. Malgré le caractère ouvertement propagandiste du film, il est reconnu meilleur film de tous les temps lors de l'exposition universelle de Bruxelles de 1958 et a fortement favorisé le développement de la pensée communiste en Occident. C'est d'ailleurs l'impossible accès aux archives de Moscou qui a empêché les historiens d'apporter des nuances au film et a par conséquent entraîné une mythification de la Russie bolchevique. Mais nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. La sélection par l'intérêt, la perversion par la nécessité, la propagande par l'histoire ont fait de la vulgarisation historique un phénomène filtré, partial et mythifié. Pourtant, peut-on pour autant condamner la vulgarisation et la faire tomber dans les poubelles de l'histoire? Eh bien non. Il y a quelques mois, j'ai eu la chance d'assister à une conférence d'Éric Tessier, universitaire et historien français très actif dans la vulgarisation historique. Spécialiste de la question révolutionnaire française, il s'est orienté peu à peu vers l'histoire romaine et notamment le développement du monde gladiateur romain et de la ville de Nîmes. Éric Tessier s'intéresse à tout. Archéologie expérimentale, livres de jeunesse, spectacles, émissions historiques, mais aussi reconstitutions. Depuis 2010, cet universitaire peu commun a été missionné pour réaliser la plus importante reconstitution européenne, les grands jeux romains. Au cours de cette conférence,
Éric Tessier a évoqué la question de la vulgarisation. Pour cet homme passerelle entre le monde de la recherche et de l'histoire vivante, la question prend une tournure toute particulière. Son constat est sans appel. La vulgarisation doit prendre une place prédominante dans l'expansion de la culture. Les statistiques de son seul spectacle vont dans ce sens. Avec plusieurs arènes bondées, les grands jeux romains ont largement dépassé le million de visiteurs en 10 ans. Selon lui, cette ouverture de l'histoire aux profanes permet ainsi de toucher un public élargi. Et ça, les vidéastes l'ont bien compris. Manon Bril ou encore Léo Grasset se sont lancés sur YouTube dans le but de partager des connaissances à des personnes, pour la plupart amatrices, mais surtout curieuses. En permettant à ceux qui ne sont pas socialement destinés au milieu universitaire d'appréhender l'histoire. La vulgarisation permet ainsi d'enrichir le savoir commun. Elle offre à chacun l'opportunité de s'intéresser plus amplement à un domaine pour lequel il développe une certaine appétence. La vulgarisation ne peut remplacer la recherche. Mais là n'est ni son rôle ni son but. La vulgarisation permet une passerelle entre deux mondes qui s'ignorent et est un moyen ludique de transmettre la culture à un public qui n'est pas averti. À travers l'exemple d'Éric Tessier, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de liens entre le monde de la recherche et le monde de la vulgarisation. Manon Bril est diplômé d'un doctorat, Benjamin Briot suit les conseils de chercheurs, et bon nombre d'autres vidéastes sont soit diplômés, soit rigoureux, et parfois même les deux. La vulgarisation historique a encore de beaux jours devant elle. Elle a encore de nombreuses missions à accomplir pour développer le goût, afin de donner la notion du beau, du bon et du bien. Il s'agit ici de ma toute première vidéo, alors j'espère qu'elle vous aura plu. Le sujet de la vulgarisation est encore extrêmement vaste, et c'est pour cette raison que je vous invite à vous faire votre propre avis sur ce phénomène. N'hésitez pas à me faire des retours sur l'épisode afin que j'améliore le format. Bref, j'arrête là, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut!